bois de l'eau, mais je ne comprends pas, je ne suis pas désaltéré pour autant. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est normal, car il faut utiliser Oli. Oli, ce sont des soft drinks avec 12% de peps en plus. Oli vous apporte 48% de tenue supplémentaire qui vous permet de vous donner à 100% dans vos activités. Regardez ces flèches. Elles font absolument n'importe quoi. Alors qu'avec Oli, les flèches sont de nouveau bien droites. C'est incroyable, mes flèches sont de nouveau droites. Mais ça n'est pas que ça, c'est aussi la gamme Hydration. Parfait pour étancher sa soif après l'effort grâce aux électrolytes et aux minéraux surnaturels et toute la nouvelle gamme Milkshake sortie il y a 1 an. Il y a absolument toutes les saveurs pour tous les goûts. Mais comment faire? Eh bien, il suffit de prendre un sachet de poudre Oli, de le verser dans un shaker, de le remplir avec de l'eau, tout ce qu'il y a de plus classique. Et voilà, le miracle Oli se produit. Je suis désaltéré maintenant. Merci Oli. Et actuellement, c'est le moment idéal pour commencer avec le Starter Pack Deluxe. 14 sachets de chaque gamme avec un shaker logo Oli. Utilisez le code BDG5 pour avoir 5 € sur la première commande et le code BDG pour 10% sur toutes les commandes. Salut à tous, nous revoilà pour cette 3e et dernière partie de cette saga de 3 vidéos consacrées à l'histoire de Blizzard, dont, je rappelle, j'ai pris les infos dans le livre de Jason Schreier intitulé Play Nice, The Rise, Fall and Future of Blizzard Entertainment. Ouh, Blizzard a eu chaud, hein. Diablo 3 a failli être de la merde, WoW perd des abonnés, Riot Games est une sangsue qui pompe le sang de la boîte, Projet Titan a failli être le clou dans le cercueil qui allait couler Blizzard, mais est finalement devenu Overwatch in extremis sur la ligne d'arrivée. Bref, Blizzard à ce moment-là, c'est comme une voiture de course, pied au plancher qui dérape sur une route mouillée, ça va à droite, on braque à gauche, ah merde, ça va trop à gauche, vite, on rebraque à droite, par miracle, la voiture ne tombe pas dans le ravin, mais il y a bien un moment où la chance va arrêter de leur sourire. Hein. Donc avec le succès monstrueux d'Overwatch, je pèse mes mots, on aurait pu penser que Activision allait un peu leur foutre la paix. Mais pas du tout. C'est même l'inverse en fait. Hein. Chaque jour qui passe, Activision essaie d'interférer un peu plus avec Blizzard. Alors que depuis le début, tout était au service des devs et que les priorités décisionnelles leur étaient accordées au détriment du marketing, de la finance, du légal, etc., Activision force la main à Blizzard pour qu'un commercial diplômé soit dans la chaîne décisionnaire de Blizzard. C'est ainsi que Armin Zerza, un Autrichien qui a travaillé chez Procter & Gamble, est nommé en tant que Chief Financial Officer. Et les premiers contacts sont rudes, tant il ne parle que d'argent et jamais de jeux vidéo. Fallait s'y attendre. Hein, et le décalage avec les employés de Blizzard se fait vite sentir. Lui qui parle de Ferrari et de jet ski à des développeurs qui habitent en coloc parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un loyer. Armin Zerza, soyons clairs, c'est un sbire de Kotick. Hein, c'est Grima langue de serpent. Sa fonction, c'est de rapporter à Kotick tous les dysfonctionnements constatés chez Blizzard. Les blagues fusent et on le compare à un méchant de James Bond avec son fort accent autrichien, mais l'humour ne suffit pas à dissiper le malaise de travailler avec un suppôt de Satan. Du moins, c'est comme ça qu'il est vu dans l'ambiance Blizzard. Zerza, il est important dans notre histoire en fait parce qu'il va être un véritable cheval de Troie d'Activision. Il fait entrer des gens comme lui dans les services marketing, il menace des employés de licenciement, il donne à tout bout de champ ses opinions pendant les réunions avec les développeurs, il annule des idées en coulisses alors qu'il les avait validées en réunion. Bref, c'est un con. Il propose même d'annuler les BlizzCon qui ne sont pas rentables malgré le fait que tout le monde lui dit que c'est très bon pour l'image auprès des joueurs et pour le moral des employés. Avec Zerza, faut bien comprendre que le loup est dans la bergerie et il rend des comptes permanents à Kotick en discréditant des employés historiques et en conspirant dans le dos des équipes de développement. Pendant ce temps-là, Allen Adam, qui a quitté Blizzard pile avant la sortie de World of Warcraft 12 ans auparavant, revient voir ses anciens collègues. Adam a eu une multitude de projets entre-temps, dont une société d'investissement qui fonctionne relativement bien, mais Adam considère que avoir quitté Blizzard, c'était la plus grosse erreur de sa vie, autant pour des raisons d'ego que financières. Lui qui n'a pas touché de magot avec World of Warcraft qu'il a grandement aidé à créer. Et comme il est
plutôt doué pour lancer des projets et que Blizzard manque de nouveaux projets, eh bien il revient au bercail pour être responsable du service d'incubation où il tente de capturer l'essence de ce qui a fait les succès de Hearthstone et de Overwatch. Sauf que Adam n'a absolument pas changé et se comporte comme 12 ans auparavant, hein. Autoritaire, chaotique, il va dans toutes les équipes pour recruter des membres sans communiquer avec le responsable, ce qui n'est évidemment pas très bien pris par les équipes elles-mêmes. Il lance 2 projets, un Pokémon Go-like en réalité augmentée dans l'univers de World of Warcraft et Odyssey, un jeu de survie à la Rust. Sauf que le brainstorming ne prend pas, l'idée même de démarrer ces projets en ayant pour but de faire un jeu à succès, ça empêche l'innovation et les choix radicaux, et Blizzard a beaucoup changé depuis tout ce temps. D'ailleurs, sur un tout autre domaine, aux alentours de 2015, Blizzard essaie aussi de se faire sa place dans le domaine des jeux portables, surtout après le succès éclatant de Hearthstone sur ce même format. Activision est évidemment super enthousiaste sur le sujet, surtout après avoir acheté Giant, les détenteurs de Candy Crush, pour 6 milliards de dollars cette année-là, sauf que Blizzard n'a pas l'expérience du mobile et sont trop lents pour produire un jeu, hein. Chaque feature demande des semaines et dans l'ensemble, le processus manque d'efficacité. Ce constat mène à beaucoup de batailles avec Kotick, qui veut rediriger tous les employés sur ce qui marche en abandonnant tout le reste. Pareil, Kotick veut que tous les bonus soient distribués aux équipes de jeux qui marchent, ce qui enverrait en fait tout le monde bosser sur WoW et ne favoriserait pas la création de nouvelles franchises. Alors, un compromis fut fait en donnant plus de parts de la boîte à l'équipe de WoW, mais les bonus restent pour l'ensemble de la société. Toute cette période, en fait, elle est marquée par des pushs constants de Kotick qui énervent les employés restant chez Blizzard. Le move de fond, en fait, c'est que Kotick veut récompenser les gens qui livrent leur jeu à temps et punir les autres. Alors, le grand patron Morhaime s'y oppose formellement et estime que, franchement, avec 5 franchises qui ramassent des montagnes de pognon, vas-y, foutez-nous la paix, quoi. Mais Activision, qui recherche un profit constant et régulier, n'apprécie pas que les profits de Blizzard soient diminués de moitié d'une année sur l'autre en fonction des sorties d'extensions de World of Warcraft. Et comme d'habitude, Blizzard est mis sous pression pour augmenter la cadence des extensions de WoW et de faire de nouveaux opus pour Overwatch et pour Diablo, mais Blizzard, comme d'habitude, n'arrive pas à se projeter sur le long terme. Morhaime garde le silence sur les combats qu'il mène en coulisses, pour protéger ses équipes de ce stress supplémentaire, sauf que de plus en plus de membres de Blizzard se font remplacés, un par un, petit à petit, par des membres d'Activision, évidemment par l'intermédiaire de Zerza, le cheval de Troie, qui est promu fin 2017 Chief Operating Officer et étant encore un peu plus en influence. Et même les équipes qui remplissent leurs objectifs, comme la Team 5 qui s'occupe de Hearthstone, même ceux-là, ils sont constamment harcelés pour créer toujours plus de moyens de monétiser leur jeu. Et évidemment, ces actions ont une influence sur le long terme, parce que favoriser le cash grab rapide pour engranger plein de pognon vite, c'est jamais sans conséquence. Par exemple, la Team 5 sort un mode de jeu appelé Dungeon Run, un boss rush qui plaît beaucoup à la communauté. Sauf qu'il n'y a pas de monétisation particulière attachée à ce mode de jeu, ce qui mène à de nombreuses batailles en salle de réunion avec les hautes instances de la boîte. Ben Brode, le créateur de Hearthstone, épuisé par ces réunions interminables, finit par quitter le navire avec le chef de projet Hamilton Chu. Ils en étaient arrivés à un point où dès que quelqu'un entrait dans la pièce où ils étaient et leur demandait de quoi ils parlaient, ils répondaient la monétisation de Dungeon Run. Voilà, juste pour qu'on leur foute la paix. Départ qui la fout mal, parce que Brode était très populaire auprès du public. Et le malaise s'étend vite à toute la Team 5, puisque Brode était le plus motivé de tous les employés. Donc si lui s'en va, c'est que c'est vraiment la merde. Les problèmes vont atteindre leur pic en avril 2018, moment où Cody Johnson est nommé au poste de Chief Operating Officer. Dès sa nomination, il réunit les dirigeants d'Activision, de King et de Blizzard pour unifier les 3 entreprises, c'est-à-dire les streamliner et uniformiser les processus. Pour Morhaime, le grand patron de Blizzard, c'est le red flag le plus gros depuis qu'il dirige la boîte. Au moment où les plus gros développeurs quittent le navire, Morhaime écrit un long courrier à Kotick lui expliquant que si ça continue sur cette voie, l'identité de Blizzard va se perdre et la qualité et le succès des jeux va s'en ressentir. Dans sa lettre, Morhaime demande de clarifier la frontière entre Activision et Blizzard pour que Activision arrête
arrête de mettre les pieds dans le domaine qui normalement appartient à Blizzard. Sauf qu'il est peut-être déjà trop tard, et Activision a déjà ses gros doigts profondément dans le cul de Blizzard. On demande sans arrêt à Morhaime de davantage streamliner la production des jeux pour s'aligner sur la licence Call of Duty, et pire, plusieurs services comme le marketing rendent directement des comptes à Activision. Blizzard est complètement sbirifié par Activision. En octobre 2018, nous y sommes, Morhaime, le grand patron, dépose les armes et quitte son poste à Blizzard. Le dernier rempart à sauter. Morhaime, malgré tout le passif, c'était quelqu'un de très très populaire chez Blizzard. 96% d'opinions favorables parmi les employés. Et quand il est parti, les gens pleuraient dans les couloirs. Je vous jure. Alors certes, il y a eu des problèmes, il y a eu du crunch, mais c'était aussi quelqu'un qui se défonçait pour proposer des bons jeux, qui refusait de s'endormir sur ses lauriers, qui se battait en coulisses pour défendre ses équipes et qui luttait de toutes ses forces contre la monétisation à outrance dans les jeux. Il sera remplacé par J. Allen Brack, un ancien d'Origin qui a bossé sur Star Wars Galaxy et qui avait rejoint la firme en 2006 avant de travailler sur World of Warcraft en tant que producteur exécutif. Plutôt bien considéré par ses collègues, mais contrairement à Morhaime, il n'est que président de Blizzard. C'est-à-dire qu'il ne réside pas au conseil d'administration de Activision Blizzard. Il n'est que dans Blizzard. Et donc, il a beaucoup moins de pouvoir. Avec le départ de Morhaime, les derniers défenseurs du Gondor sont tombés et les changements arrivent doucement avec. Destiny et Call of Duty font leur apparition en catimini sur Battle.net, puis c'est le tour de Destiny 2 qui apparaît en fanfare à la BlizzCon 2018. Ouais, la BlizzardCon, vous savez, celle qui est censée présenter les jeux Blizzard, là, elle présente un titre de Bungie. Cette BlizzCon d'ailleurs avec l'annonce du nouveau Diablo, attendu comme le Messie, mais qui sera le jeu mobile Diablo Immortal. Grosse réaction négative du public, que ce soit dans la salle ou pareil en ligne, Blizzard se fait huer, c'est le giga malaise. Shang, qui annonce le jeu et qui fait partie de Diablo depuis l'époque de Blizzard North, devient un mème. La BlizzCon, qui au départ était le moment de rebooster tout le studio, tourne mal. Ils essayent de récupérer derrière en annonçant finalement Diablo 4, mais le mal est fait. Faut dire que le jeu sur portable représente un peu l'opposé absolu du jeu pour gamers, alors à l'encontre des préceptes de Blizzard. Bref, pour le premier jeu présenté depuis le départ de Morhaime, ça la fout mal. Pareil pour Heroes of the Storm, sorti comme un free-to-play sans monnaie virtuelle parce que les gars de Blizzard détestaient ça. Morhaime étant parti, plus personne pour s'opposer à la monétisation du jeu. Et vient donc la 2.0 qui embarque les lootbox, la monnaie virtuelle et tout le village. Allez hop, mais même comme ça, c'est jugé insuffisant. Donc, fin 2018, on débranche le jeu et les développeurs sont envoyés bosser ailleurs. Zou. Pareil pour tout le côté e-sport que Blizzard entretenait depuis quelques années. Trop cher, poubelle. Allez hop, annoncé sur les réseaux sociaux sans même prévenir les équipes et les joueurs qui vivent de ça. On arrive en 2019 et commence un dégraissage de 8% de la masse salariale, soit 800 personnes, alors que pourtant 2018 a connu des records en termes de rentabilité, mais on s'en branle, c'est pas assez. 15 minutes d'entretien, un petit chèque de départ et allez direction le parking. Pourtant, malgré ces licenciements, l'année est chargée. Annonce d'Overwatch 2, de Diablo 4 et de 2 projets sur le feu, Orion, un jeu mobile en coop concocté par d'anciens de Hearthstone, et Ares, un FPS dans l'univers de StarCraft à la Battlefield. Mais Ares est mal vu par Activision parce que c'est inspiré de Battlefield. Et qu'ils aiment pas trop ça, Battlefield, chez Activision. Et parce que aussi, ils préféreraient qu'ils aillent bosser sur Overwatch 2, plutôt. La cinquantaine d'employés bossant sur ce jeu résiste un certain temps, mais finalement, les 2 jeux sont annulés pour envoyer les gens sur Diablo 4 et Overwatch 2. Les employés de Blizzard qui tueraient leur mère pour pouvoir enfin bosser sur une nouvelle licence, mais non. Bobby, il a dit qu'il fallait vomir des extensions. Et allez, c'est un wagon de développeurs de plus qui démissionne de dégoût. Hop là. Et du côté de haut, mis à part les extensions qui suivent leur cours et après avoir fait fermer le serveur privé Nostalrius 2 ans plus tôt, Blizzard annonce WoW classique à la demande populaire. Gros succès qui continue encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais succès d'image de courte durée avec le scandale de Heng Wang-chung. Désolé pour la prononciation, je sais pas comment ça se dit. Joueur hongkongais de Hearthstone qui profite d'une interview à un événement à Taïwan pour dire en mandarin le slogan
slogan « Libérons Hong Kong, la révolution c'est maintenant ». Les deux intervieweurs n'osent pas trop surenchérir et se contentent de passer à autre chose. Mais au QG à Irvine, Blizzard réagit et bannit le joueur pendant 1 an en lui reprenant l'argent de la compétition et annonce au passage ne plus travailler à l'avenir avec les deux intervieweurs. La perte d'image de cet événement est catastrophique pour la marque, alors même jusqu'à créer des manifestations devant les locaux de Blizzard. Et la réponse de l'entreprise, c'est qu'aucun message politique n'est accepté. Voilà. Sauf que, 5 jours plus tard, le 1 an d'exclusion passe à 6 mois et l'argent est restitué, suivi d'excuses à la BlizzCon le mois d'après. Mais bon, ça c'est un événement externe, parlons de jeux vidéo. Parce que oui, la BlizzCon arrive avec les annonces de Overwatch 2 et de Diablo 4. Enfin, Overwatch 2 promet du PvE, nouvelle qui enthousiasme les fans qui avaient déjà adoré les quelques événements PvE sur Overwatch 1. Alors que tout le monde sait que Overwatch ça sert juste à insulter les gens sur son compte alt en ranked, mais bon. Mais les deux jeux accumulent des retards et ne sortent pas, Kotick est furieux, d'autant que Bungie quitte le giron d'Activision et que cela fait des sous en moins qui rentrent. Blizzard entame donc l'année 2020 pas de la meilleure manière, et c'est rien de le dire parce que c'est l'heure du viandage. Notre petite histoire commence avec un certain Rob Bridenbaker, entré en 95 dans le studio comme testeur de Warcraft 2 et qui marque ses collègues par son aplomb et sa faculté à draguer ses collègues du sexe opposé sans trop de retenue. Voilà, certains se demandaient combien de temps ça allait durer avant son renvoi. Sauf que non, Rob monte les échelons et devient même très pote avec Morhaime, le grand patron. Il devient spécialiste des tâches que personne ne veut, comme le système de paiement dans World of Warcraft ou la conversion de StarCraft sur Mac en 2016. Et le projet suivant de Bridenbaker sera un remaster de Warcraft 3 intitulé Reforged. Important parce que en Chine, Warcraft 3, le jeu original, n'a jamais été validé par les autorités. Et donc en conséquence a été piraté à tour de bras. Le remaster s'annonce fourni, avec même une réécriture du lore pour que ça colle mieux à World of Warcraft, et les développeurs originaux qui remake les anciens niveaux. L'équipe crunch sévère en 2018 pour faire une démo d'une mission, The Culling, et sort un trailer à la BlizzCon avec une promesse de sortie en 2019. Sauf que, dès le départ, ils savent que la deadline est impossible. Surtout qu'il a été promis de refaire entièrement le jeu, avec des nouvelles cinématiques, etc. Mais problème, Blizzard, qui, je rappelle, est maintenant noyauté de l'intérieur par des gens d'Activision, donc Blizzard, refuse de mettre du budget dans le dev pour compenser la deadline. Et c'est même pire, les budgets diminuent progressivement et en silence. Les anciens se voient reconduits à d'autres tâches et l'équipe est principalement composée de juniors inexpérimentés. Chaque changement du jeu d'origine mène à une avalanche de bugs qui prennent un temps fou à régler. Bridenbaker est très souvent absent et ne prend pas de décision, laissant les équipes se débrouiller toutes seules, pendant que lui est en Alaska en train de pêcher sur glace ou de fêter un anniversaire à Hong Kong. Et quand il est là, son agressivité pousse à ne pas lui faire état de tous les problèmes et avancements du jeu. Dans la panique de la deadline, l'équipe de Warcraft 3 Reforged sabre des features, y compris certaines qui étaient présentes dans le jeu original, et il sortira avec un petit peu de retard en janvier 2020, dans un état cadavérique. Le retour critique et public est effroyable, buggé, incomplet et cerise sur le gâteau, Blizzard retire le jeu original de Battle.net. 59 sur Metacritic, pire note de l'histoire de Blizzard. Alors un damage control sera vaguement tenté sous forme de remboursement pour les joueurs qui le demandent, mais en coulisses, les doigts se pointent pour trouver les responsables de cette débandade. Tout le monde cherche un coupable et se renvoie la balle, et Bridenbaker finit par quitter Blizzard. Le projet de remake de Diablo 2 est renvoyé à un autre studio. Quant à Warcraft, l'heure de décès est prononcée, le RTS est définitivement enterré, il n'y aura jamais de Warcraft 4. Warcraft 3 Reforged, c'est important. On dirait pas, parce que ça a l'air d'être un petit jeu, mais c'est un moment majeur de l'histoire de Blizzard, parce que c'est le premier véritable échec pour Blizzard. Jusque-là, il y avait eu des réussites, ou bien des accueils tiédasses, ou des trucs pas ouf, mais qui étaient corrigés après, mais là, on est face à la première véritable bouse du studio. Et justement, au moment où Warcraft 3 Reforged sort, il y a aussi des rumeurs d'un virus venant d'Asie qui commence à se propager.
connaissez la suite. Les réunions sur Zoom deviennent alors le seul lien permettant de faire réaliser aux développeurs qu'ils bossent sur un projet de grande envergure et de sentir l'appartenance à une équipe. C'est à ce moment délicat que Activision Blizzard met Claudine Naughton en tête des ressources humaines, issues du monde des assurances. Claudine, elle introduit une nouvelle règle de notation des employés dans les équipes. Chaque manager doit noter tous ses employés sur 5, top, high, successful, developing et low, avec la demande de mettre au moins 5% des employés dans les 2 notes les plus basses. Alors évidemment, cette obligation ne met pas grand monde à l'aise, et certains managers ne mettent les notes basses qu'aux personnes qui projetaient de partir de toute façon. De même, certaines demandes tournent à l'absurde. Il faudrait 20% de postes de blog en plus, 20% de plus de ceci ou 15% de plus de cela. Tout ça pour dire que le sentiment d'être à l'usine commence à se faire ressentir. Une usine qui paye mal en plus. Parce que je me force à pas les évoquer toutes les 2 minutes parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais à chaque problème que subit Blizzard, dites-vous que Riot Games, qui est à 1 heure de voiture, en profite, offrant toujours de doubler le salaire et proposant une ambiance de travail vachement moins hostile. Le service ressources humaines de Blizzard en arrive même des fois à dire directement aux employés d'aller chez Riot, plutôt que de perdre leur temps à se battre contre leur hiérarchie. Les testeurs sont particulièrement en bas de l'échelle et se disputent les miettes de projets pour tenter de monter dans la hiérarchie. Les salaires annuels en 2017 sont de 45 000 $ l'année. Ce qui en Californie est considéré comme un low income, salaire à bas revenu, à 20 $ de l'heure. Alors que quelques étages plus haut, il y a certains qui arrivent en Ferrari et qui vont en famille à Disneyland. Et doucement, les voix s'élèvent et les employés commencent à comparer leurs salaires. Et tous relèvent des disparités énormes au sein du même service, avec la même expérience, entre hommes et femmes. Il n'y a rien qui va. Alors Blizzard promet de s'occuper du problème et lance un audit qui aboutit à des augmentations de 1 à 2%. Voilà. En août 2020, des employés de Blizzard décident de mener eux-mêmes l'enquête. Et l'analyse des données de 800 employés confirme les doutes. Ce qu'il en ressort, c'est qu'en moyenne, plus de 20% des testeurs et du support client ont du mal à se nourrir et à payer leur loyer. 50% paient leurs besoins primaires et n'ont plus rien après. Alors qu'en même temps, la charge de travail, elle augmente à cause des licenciements. Une lettre est donc envoyée à Brack, le grand patron, le 3 septembre, en lui demandant une réponse pour début octobre concernant les problèmes de salaire. Mais Brack, en vidéo, répond en gros qu'il n'a pas les pouvoirs pour changer la situation. Et il n'a pas tort. En vrai, il faut dire que la situation, elle est délicate pour Brack, parce que déjà, il n'a pas son mot à dire au board de Activision Blizzard. Je rappelle, il n'est qu'un vassal. Et puisque aucun jeu Blizzard ne sort ni en 2020, ni en 2021 à cause des retards de Diablo 4 et de Overwatch 2, sa force de négociation, elle est encore plus faible. Surtout qu'en face, côté Activision, il y a Warzone qui cartonne. Overwatch 2 navigue entre des problèmes de modèle économique vieillot, puisqu'il s'agit toujours d'un système à base d'achat de jeux de base plus jeux à service, alors que le vrai modèle qui cartonne en 2020, c'est le free-to-play grâce à Fortnite. Et accessoirement, le mode PvE promis par Kaplan n'arrive pas à se matérialiser, en cause certains ultis qui deviennent complètement inutiles en PvE et qui seraient trop durs à modifier. Tous les jours, Activision appelle la team Overwatch 2 au téléphone pour suivre les avancées, ce qui colle une pression constante sur les équipes. Kotick voulait agrandir les équipes, mais la Team 4, elle, voulait juste qu'on leur foute la paix. Parce que agrandir l'équipe, c'est devoir former des gens, les acclimater, etc. C'est du temps perdu. Été 2021, c'est encore un séisme qui secoue Blizzard. Bon, ça devient quotidien, mais là, c'est un gros séisme. Jeff Kaplan, 19 ans dans la boîte, Julia Humphrey et Shaco Sony démissionnent, laissant un trou béant dans la Team 4 bossant sur Overwatch 2. Parce que quand Jeff Kaplan, c'est-à-dire Monsieur Overwatch 1, part juste avant la sortie de Overwatch 2, quand t'es un fan de Blizzard ou de Overwatch, t'es en mode ça pue la merde en fait. Et effectivement, en interne, la merde pue. Les agissements d'Activision font fuir les anciens employés les uns après les autres, tandis que Zerza, lui, continue de monter les échelons en étant nommé Chief Financial Officer pour tout Activision Blizzard. C'est également cet été que les succursales de Blizzard à l'étranger, comme en France, à Versailles, ferment, avec comme justification à l'égard du droit français que Blizzard France n'a que 52% de développeurs de jeux. Les connards, c'est le service clientèle. Évidemment qu'ils ont pas de dev, qu'est-ce que tu racontes ? Oh, ok, donc voilà. Je m'arrête 2 secondes.
on respire un peu dans cette vidéo. Tout ça pour dire que vous comprenez à quel point, en quelques années à peine, après le départ de Morhaime, tout s'est effondré. C'est devenu la crise permanente chez Blizzard. Tout le monde se barre ailleurs. Vraiment, le turnover, c'est-à-dire les gens qui partent et qui arrivent, qui est déjà élevé de base dans le milieu du jeu vidéo, là, chez Blizzard, c'est dingo. Vraiment. Et la crise n'est cependant pas finie. En juillet 2021, l'État de Californie intente une action en justice contre Activision Blizzard pour discrimination et comportement inapproprié à caractère sexuel. Une plainte de 29 pages qui part du suicide d'une employée à cause de son superviseur masculin bossant chez Activision. La plainte englobe tout ce qui bout à Blizzard depuis des années. Disparité des salaires hommes-femmes, plainte des employés systématiquement ignorés par la DRH, tolérance générale envers les harceleurs. Ça allait péter. Voilà, tout le monde savait que ça allait péter, tous les employés savaient que ça allait péter, mais personne n'a rien fait en se disant que peut-être par miracle ça allait pas péter. Parce que au passage, à ce moment-là, la direction de Activision Blizzard nie en bloc en disant que la plainte ne reflète pas la culture de l'entreprise. Ou alors en vrai, en interne, on se contentera juste de dire c'est pas bien de harceler les femmes, arrêtez d'être méchants, c'est mieux d'être gentil, etc. On leur promet que des réformes seraient faites en invitant les employés à signaler les incidents, mais côté employé, on n'y croit pas. Plus de 2600 employés de Blizzard signent une lettre ouverte pour demander un changement et un walkout, c'est-à-dire une espèce de manif interne à Blizzard, aura même lieu dans les locaux d'entreprise. L'envergure de la plainte, qui concerne tout Activision Blizzard, ne la rend toujours pas très facile à décrypter, mais beaucoup de femmes ayant travaillé à Blizzard la trouvent globalement représentative de ce qu'elles ont vécu. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, après la fusion Activision Blizzard, beaucoup de femmes ont été recrutées dans l'entreprise et se sont retrouvées au contact de gros geekos célibataires qui avaient jusque-là l'habitude de l'ambiance biture entre couilles. Et même s'il y a eu une grosse évolution des mentalités quand même avec les années, eh bien ça ne va pas assez vite pour certaines employées qui ont régulièrement droit à leurs réflexions déplacées. Et certaines habitudes ont la vie dure chez Blizzard, l'ambiance alcoolisée et le côté vivre sur son lieu de travail qui découle du crunch constant parce que les employés restent beaucoup plus longtemps au bureau qu'ils ne devraient, eh bien ça favorise les sorties de route et les avances déplacées aux collègues, comme par exemple ce poème qu'a reçu une employée de la part d'un de ses collègues masculins, je vous le lis. « Ton cul est super dans ce short ». Du Baudelaire. Et dans le genre truc explosif qui avait 100% de chance de partir en couille aussi, eh bien pas mal de membres haut placés de chez Blizzard étaient ouvertement échangistes. Et oui, ils tentaient de recruter plus ou moins subtilement de nouveaux partenaires de jeu dans les bureaux. Bah allez, hein. Alors, évidemment, tout le monde fait ce qu'il entend de sa vie sexuelle. Mais combiner l'autorité dans le cadre du travail et aller voir Chantal, l'hôtesse d'accueil du rez-de-chaussée, pour la convaincre de venir dans une soirée partouze, c'est limite. Ah putain, je l'avais oublié celui-là. Et cela débordait sérieusement lors de fêtes organisées par la boîte où les femmes étaient poussées par l'alcool et la testostérone en folie de leur horde de collaborateurs masculins à embrasser leurs collègues ou de montrer leurs parties intimes. On peut imaginer leur honte le lendemain en gueule de bois à la machine à café. Les BlizzCon aussi, c'était la merde. L'ambiance rockstar du début des années 2000 faisait perdre la tête aux développeurs à tel point que la direction demandait aux employés de ne plus coucher avec les femmes. Bon après ça les aura pas empêchés de nous enculer avec Bobby Kotick, mais on ne king shame pas. Et pour revenir au procès, l'accusation qui est ressortie dans les médias porte sur l'existence d'une Cosby Suite. Pour résumer, en 2013, des membres de Blizzard disposaient d'une suite de chambres d'hôtel pour se reposer pendant cette période d'agitation extrême, avec évidemment alcool à volonté. Le motif du tapis rappelant les pulls de Cliff Huxtable dans la série Cosby Show interprétée par Bill Cosby. Les membres de Blizzard renomment donc l'endroit la Cosby Suite. Sauf qu'en 2014, Bill Cosby est accusé et poursuivi pour des faits de viol avec utilisation de drogue de manière répétée, et ça depuis les années 60. Une soixantaine de victimes au total qui chaque année s'additionnent. Or, lors du procès Blizzard, certains messages ont été retrouvés sur des réseaux sociaux. C'est des échanges de blagues entre développeurs de WoW qui disaient « Hey, j'ai ramené des hot chicks dans la Cosby Suite !» Bon, en réalité, il parlait de sa femme et de sa collègue.
Et il s'est absolument rien passé ce soir-là. Mais quand tout ça ressort en 2021, dans le cadre du procès, eh bien Kotaku, célèbre site de jeux vidéo, écrit un article et fait l'association entre le message interne et une photo de 8 développeurs posant fièrement devant un portrait de Bill Cosby. Et bien sûr, très vite pour les réseaux sociaux, tout ça devient un genre de preuve absolue que les développeurs étaient fiers d'être des violeurs, alors que, en vrai, cette photo est datée de avant les actions en justice contre Bill Cosby. Toutes les personnes posant sur la photo subiront les conséquences du tribunal public des réseaux sociaux, bien que certains ne bossaient déjà plus chez Blizzard, comme David Kozak, qui se fait virer instantanément de chez son nouvel employeur, Deviation Games, sans procès ni accusation, et sans espoir de retrouver du travail derrière. Mais cela dit, ces allégations ne tapent pas non plus complètement à côté, puisque Alex Afrasiabi, présent dans la photo de la Cosby Suite et sur les messages internes, a un très lourd passif en termes de harcèlement sexuel au bureau comme en dehors, et sera mis en toute discrétion à la porte le mois précédant le procès. Toutes les références à son nom seront aussi retirées de World of Warcraft dans l'année. Comme toujours, rendre compte de la vérité est toujours un peu plus complexe que juste une Photoshop dans un article de presse ou dans une vidéo sur YouTube. Parce que, au final, rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Et la nuance, c'est moins spectaculaire et ça fait moins de clics. Au final, Blizzard déboursera 45 millions de dollars partagés entre les plaignants et promet de montrer patte blanche sur ces sujets à l'avenir. Mais Kotick alors, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, pendant toute cette période, lui qui était tout le temps son nez fourré dans les affaires de Blizzard, là, on le voit plus du tout. On sait pas... Une panne de GPS, sans doute. Cependant, il promet de faire changer le cours des choses dans la gestion des employés. Parce que la poursuite judiciaire visait pourtant aussi Activision, mais c'est surtout Blizzard qui tanque publiquement. Il en profite donc pour pousser Brack, le patron de Blizzard qui remplaçait Morhaime, vers la sortie, qui sera remplacée par une codirection menée par Mike Ibarra et Jennifer O'Neill. Blizzard a changé, Non, c'est fini. Fini les harcèlements sexuels, fini les polémiques, fini les différences de traitement entre hommes et femmes. Blizzard, regardez-moi dans les yeux, Blizzard a changé. Tout va bien maintenant. Sauf pour Jennifer O'Neill, la co-gérante de Blizzard, qui démissionnera 3 mois plus tard parce qu'elle était moins bien payée que son alter ego masculin. Ok, Blizzard va changer. C'était la dernière fois, promis, c'était le dernier petit truc misogyne là pour la route, pour marquer le coup. Mais après on change, pour de vrai, Et au passage, tout un tas d'autres employés jugés encombrants seront dégagés, comme Jesse McCree, ce qui poussera Overwatch d'ailleurs à renommer le personnage portant son nom en Cassidy. Mais rien ne va apaiser les corbeaux, parce que en plein dans le mouvement MeToo, la presse remet constamment du bois dans le feu. Un article du Wall Street Journal déballe pas mal d'autres éléments. Visiblement, Kotick avait aussi été au courant d'une affaire de viol dans l'équipe de Call of Duty, mais n'avait pas informé le board de cette histoire. Il serait même intervenu pour maintenir l'accusé dans ses fonctions, alors que la solution préconisée était le licenciement immédiat. L'article rapporte aussi que Kotick aurait menacé de meurtre un de ses assistants. Pour rire. Bon, ça va. Si c'est pour rire. On a plus le droit de rire ou quoi ? Bref, tout le monde est furax, et évidemment, ça tombe pas très bien pour Kotick et sa fameuse opération main propre d'après le procès. Une pétition est organisée par les employés pour demander la démission de Kotick, mais la décision n'appartient qu'aux membres du board, soit une dizaine de personnes, et tous des vieux potes à Bobby. Évidemment, Bobby est maintenu dans ses fonctions, mais la situation est catastrophique. Blizzard a maintenant une image de merde, la ligue d'Overwatch se casse la gueule, le projet d'adapter Diablo, Overwatch et StarCraft sur Netflix tombe à l'eau. Il est peut-être temps de jeter le bébé avec l'eau du bain. En janvier 2022, Microsoft entre en négociation pour acheter Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars. Et bien que l'info soit réelle, il va falloir du temps pour que la transaction aboutisse, particulièrement pour que les autorités de régulation prennent en charge le dossier. À Blizzard, on rêve du départ de Kotick, on se réunit autour du feu et on chante en jouant de la guitare en espérant qu'il brûle en enfer. Bon, j'exagère, mais disons que ça leur ferait plaisir, quoi. Cela dit, chez Blizzard, on se pose des questions.
qu'est-ce qui se passerait avec Microsoft? La prochaine sortie chez Blizzard sera Diablo Immortal, qui a causé tant de bordel à son annonce. Nouveau jeu de Diablo depuis 8 ans et premier jeu Blizzard mobile, développé en collaboration avec le studio chinois NetEase pendant plus de 5 ans. Un temps de développement qui est très long pour un jeu mobile. Les gens d'Irvine restent debout à des heures indues pour parler avec l'équipe chinoise, utilisant des traducteurs en ligne pour mieux communiquer. La technologie est chinoise, mais c'est Blizzard qui est aux commandes. Évidemment, alors le modèle est free-to-play avec des microtransactions, pas de surprise ici, mais la lutte s'installe entre NetEase et Blizzard. Les premiers veulent des microtransactions pour à peu près tout, et Blizzard, eux, veulent que ce soit relativement modéré, c'est-à-dire que ça n'empêche pas de jouer et de s'amuser. Et vous l'avez déjà vu dans la vidéo sur les microtransactions, la philosophie du jeu vidéo à l'asiatique, elle est très différente de la nôtre en Occident. Le contrat de partenariat est fait pour que NetEase touche l'argent du jeu en Chine et Blizzard dans le reste du monde, ce qui crée pas mal de tensions. Alors au final, Diablo Immortal aura un système avec de multiples monnaies in-game, mais au moins les joueurs non payants pourront quand même jouer. Les retours critiques en Occident ne seront pas ouf, d'ailleurs. Faut dire que Blizzard a toujours été assez loin de ce genre de quasi-gacha, mais bon, les temps changent et au moins ça fait du pognon. Ben même pas en fait. Parce que plus tard dans l'année, NetEase et Blizzard annoncent qu'ils ne sont pas parvenus à trouver un accord et qu'en conséquence, les jeux Blizzard ne seront plus jouables en Chine. NetEase voulait plus de contrôle sur les jeux pour s'adapter aux législations chinoises, ce que Blizzard a refusé, estimant perdre ses droits sur ses propres licences. Blizzard est donc coupé de la Chine et des millions de joueurs chinois perdent donc l'accès à World of Warcraft et Diablo. Gros coup dur pour Blizzard, donc qui perd sa place en Chine hors Diablo Immortal. Et qui au final se sera encore une fois fait enculer son image pour quasiment rien du tout. Mais heureusement, Overwatch 2 va sortir. Ça va cartonner. Ça va cartonner, L'idée était de sortir vite cet opus. C'est raté, pour pouvoir faire le mode PvE imaginé par Kaplan. C'est raté, mais c'est pas grave. L'équipe a bien bossé le PvP pour rééquilibrer le jeu en passant les équipes de 6 à 5 joueurs. Ouais, c'est raté, Le jeu sortira donc sans le PvE, avec un PvP boiteux, et décision sera prise d'ajouter au fur et à mesure les fonctionnalités. On essaie de s'adapter au temps nouveau, avec le système de free-to-play, complété à coup de microtransactions, mais les prix éhontés choquent les joueurs. Ce qui énerve, c'est le fait de ne pas avoir tous les personnages dès le début, il faut jouer ou payer, à l'instar de Apex Legends. Et évidemment, on aromatise le tout avec des promesses non tenues, des bugs, des personnages qui créent des glitches et qui sont retirés du roster dans la panique, et le jeu se fait défoncer un peu partout. 6 ans pour cette merde, demandent les gens, un jeu qui est quasiment le même que le premier, limite moins bien, sans le PvE. Clairement, la pilule, elle passe mal. Pareil pour l'Overwatch League. Le jeu n'est pas très fun à regarder et les vues dégringolent en même temps que l'intérêt général sur le jeu. Novembre 2023, la Overwatch League est débranchée, Blizzard ne soutient plus les équipes. Alors, j'en ai pas parlé, mais cette période coïncide aussi avec la fin de la période Covid. L'épidémie est passée et les entreprises commencent à exiger que leurs employés, qui jusque-là travaillaient beaucoup à distance, reviennent bosser en présentiel. Or, pendant ces 2-3 ans de Covid, beaucoup d'employés, un peu mal payés, ont profité de ça pour aller habiter un petit peu plus loin, à des endroits avec des loyers moins chers, et c'est comme ça qu'ils survivaient. Début 2023, Ibarra, nouveau président de Blizzard, exige que tous les employés reviennent à 100% en présentiel, le tout évidemment sans aucune augmentation pour compenser les déménagements, la hausse de loyer et l'inflation qui explose aux États-Unis en cette période. Écoute, y a pas d'argent, voilà. Comment ça ? Le pote de Bobby Kotick, Zerza, il a touché 12 millions de compensations, lui ? C'est pas pareil. Et c'est ainsi que Blizzard subira une de ses plus grosses vagues de licenciements. Heureusement, un rayon de soleil dans ce bordel. Juin 2023, Diablo 4 sort enfin. Les retours sont très bons et le jeu marche très fort, des chiffres records selon Blizzard. Le développement a été très laborieux avec des histoires réécrites et la tête de l'équipe directrice licenciée pendant l'action en justice. Mais les joueurs sont très heureux, malgré moult microtransactions. Et l'équipe a enfin réussi à anticiper quelque chose, puisque la première extension, Vessel of Hatred, est déjà dans les tuyaux, permis par une réorganisation des équipes qui travaillent désormais par franchise et en parallèle. Diablo 4, qui sort, a déjà prévu 10 ans de contenu à l'avance plus régulier pour plus de rentrées d'argent. Pareil pour World of Warcraft, Blizzard rachète un studio de Boston nommé Proletariat.
qui s'ajoute à la team de WoW. La dernière extension, Dragonflight, ayant été très bien reçue, Chris Metzen revient même au bercail après avoir quitté en 2016 suite à Projet Titan. Il devient le executive director créatif de World of Warcraft, planifiant et écrivant les 10 prochaines années du célèbre MMO. WoW commence alors enfin à s'inspirer de FF14, probablement le MMO ayant le plus de succès, en écrivant ses extensions à l'avance plutôt qu'au coup par coup. Les nuages semblent enfin s'écarter, la pluie s'arrête, le soleil arrive. Le 13 octobre 2023, Microsoft rachète Activision Blizzard pour 75 milliards de dollars. La BlizzCon, qui se tient quelques semaines plus tard, annonce de nouveaux héros pour Overwatch 2, la nouvelle extension de Diablo 4 et 3 extensions pour World of Warcraft. La nouvelle organisation commence enfin à porter ses fruits. Metzen en fait des caisses sur scène à la grande joie des fans. Microsoft donne beaucoup d'espoir de revenir au Blizzard d'avant, l'espoir d'être un peu moins pressurisé pour du chiffre. À Irvine, les employés ont même changé les plaques avec les fondements de Blizzard, vous savez, sur la statue là, avec de nouvelles directives. 1. Pour l'amour du jeu. 2. Passion de l'excellence. 3. Plus fort ensemble. 4. La force dans la diversité. 5. Curiosité sans limite. Avec le rachat par Microsoft, Bobby Kotick quitte Activision Blizzard le 29 décembre 2023. Yes! Suivi quelques mois après de toute sa garde rapprochée, dont Zerza, son fameux cheval de Troie qui avait tant foutu la merde. Le virus Activision relâche doucement son étreinte et Blizzard commence 2024 plein d'espoir en laissant derrière eux beaucoup de mauvais souvenirs. Sauf que fin janvier, Microsoft, 3 mois après le rachat, licencie 1900 personnes dans sa division Xbox, principalement ciblée sur Activision Blizzard, et ça, dans tous les services. Le cauchemar n'est pas fini. Le producteur Jeremy Monken apprend qu'il est viré alors que sa femme vient d'accoucher par césarienne. Les licenciements sont ultra violents, du genre tu peux même pas repasser au bureau prendre tes affaires. Certains ont des prêts, il y a des bails qui ne peuvent pas arrêter et ils sont dans une détresse infinie du jour au lendemain. Ibarra, le boss du studio, est dégagé au profit de Johanna Ferriz qui vient de passer 5 ans en tant qu'exécutif sur Call of. Matt Booty et Phil Spencer, qui gèrent la division Xbox, veulent que Blizzard garde son autonomie. Mais quand on regarde bien... Blizzard est déjà mort en fait. Il n'y a plus aucun fondateur du studio qui est encore présent, et entre les vagues de licenciements, ceux qui sont partis chez Riot Games, les gens qui ont démissionné dégoûtés, il reste plus personne de ce qu'a fait Blizzard. Adam, qui s'occupait d'incubation de jeux et qui était revenu, vous vous en souvenez, il n'arrive plus à refaire de la magie car les temps ont bien changé, et à presque 57 ans, il est dépassé par ceux qui marchent aujourd'hui. Il ne comprend plus le marché, il ne comprend plus les joueurs. Comment lui en vouloir ? Aucun de ses projets n'a abouti. Orbis, son Pokémon Go, n'a jamais vraiment fonctionné. Odyssey, son jeu de survie, est annulé en 2023. Et le dernier des Mohicans de l'ancien Blizzard finira par quitter l'entreprise pour bosser là où on voudra bien de lui, en fait. Et la conclusion de cette vidéo, c'est dur à faire. Parce que la boîte existe toujours. Mais comme j'ai déjà dit, si tu construis une maison de tes mains, depuis la forme des murs jusqu'aux arbres dans le jardin, de la peinture au choix des rideaux, et qu'après quelqu'un vient, démolit tout, change la maison pour construire un immeuble à la place et remplace le jardin par un parking et change le bleu en vert, est-ce que c'est encore ta maison sous prétexte que l'adresse n'a pas changé ? Je pense pas. Dans ces temps incertains où même Electronic Arts peut se faire racheter, impossible de dire quel sera le futur de la boîte. Les anciens développeurs sont partis, des nouveaux sont arrivés, ils vont peut-être faire des nouveaux jeux. Est-ce que ces jeux seront bien ? Ça sera au nouveau Blizzard d'écrire sa propre histoire.